Bonjour à tous et bienvenue dans Bric à Brac, l'émission où je vous parle de façon concise de tous les films que j'ai vus récemment dont je ne peux pas faire une critique parce que je n'ai pas assez d'arguments et de contenu pour vous en faire toute une critique complète. Si j'ai les mêmes vêtements, si je suis habillé pareil, si j'ai la même coiffure, si la disposition est pareille, c'est parce que je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo que j'ai pu tourner sur Trauma, ma prochaine série. Ma web série qui va sortir dans quelques semaines. D'ailleurs dans la vidéo vous avez une bonne annonce exclusive à YouTube. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, dans cet épisode on va parler de 5 films que j'ai vus récemment dont j'ai envie de vous en parler, sauf que j'ai pas assez de contenu comme j'ai pu le dire précédemment. Et on va commencer directement avec la petite claque Netflix de ce mois-ci avec Mowgli, la légende de la jungle de Andy Serkis, avec tout un casting vocal totalement fou où rien que je vais dire les noms, ça va vous dire quelque chose. Christian Bale, Kate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis et tout ce casting là qui est totalement fou. Alors pour vous situer le contexte, j'ai regardé Mowgli dans mon salon alors que j'étais totalement malade, j'étais fatigué, j'étais crevé et j'étais totalement mort. Du coup j'ai vu 90% du film et le reste dans quelques moments dans le film j'ai eu une micro sieste de 2 minutes, donc du coup c'est pour ça que je vous dis que j'ai regardé 90% du film et c'est bien pour ça aussi que je vous avais pas fait une critique complète, mais j'ai envie d'en parler et vous encourager à aller voir Mowgli parce que c'est vraiment un film qui est vraiment pas mal et qui a quand même que pour simple gage de qualité d'être totalement original. Je n'ai pas lu le livre de Kipling, le livre originel, donc je peux pas vous dire si c'est une adaptation vraiment de ce bouquin là. En tout cas, il y a au moins le mérite d'être original par rapport à l'histoire de Disney. Après, c'est pas un film qui est sans défaut, hein. Là où le scénario est vraiment bien porté, la réalisation offre des plans vraiment magnifiques, mais il y a vraiment des petits problèmes d'effets spéciaux. Enfin, on voit que le film n'a pas eu le budget qu'il fallait et que c'est vraiment un budget soft parce que les effets spéciaux dans certains plans ils marchent pas très bien. D'ailleurs, dans les 20 premières minutes, c'est vraiment très compliqué d'entrer dans le film à cause de ces effets spéciaux, mais après au niveau des personnages ils sont très bien construits. Shere Khan est vraiment montré comme une puissance, que ce soit au début comme à la fin du film, et on a des personnages qui dans le dessin animé sont beaucoup plus soft pour les enfants, mais qui ici on est vraiment dans un côté plus viscéral et plus adulte de la légende du livre de la jungle et de Mowgli en général. Par exemple le serpent K interprété par Kate Blanchett est vraiment très bon et très bien écrit, offrant même une ambiance glauque à des moments, et même les graphismes des animaux, par exemple Baloo qui a des cernes qui est vraiment vieux et qui est vraiment âgé ici, alors qu'il est totalement soft dans la version live de Disney. Enfin, tous ces trucs là nous donnent un plaisir de regarder Mowgli et au final c'est un retour en enfance vraiment rafraîchissant. Également ce mois-ci j'ai pu voir Mortal Engine, j'ai été le voir 2 fois au cinéma à une semaine d'intervalle. Mortal Engine qui au premier visionnage m'avait plu mais sans vraiment me transcender, et qui au deuxième visionnage m'a fait l'apprécier un petit peu plus. Mortal Engine c'est un film qui a beaucoup de problèmes, c'est un film qui scénaristiquement part vraiment dans tous les sens et qui est vraiment riche, mais le problème c'est que on n'a pas vraiment d'intrigue principale, enfin si on a une intrigue principale sauf qu'on a une tannée d'intrigues secondaires et ça nous gâche peut-être vraiment beaucoup le premier visionnage qui passe vraiment pas très bien parce qu'on est plongé dans un univers qui est déjà très dense. D'ailleurs au niveau de l'univers, on va en parler juste après, l'univers est déjà très dense, qu'on nous donne déjà plein de sous-intrigues par rapport à un et seul même personnage, et c'est assez plombant au premier visionnage. C'est vraiment le plus gros défaut, c'est vraiment la catastrophe qu'est le scénario parce que ça nage. On a une intrigue qui va se lancer dès les premières vingtaines de minutes, qui va se conclure dans 1 heure après, sauf que pendant 1 heure on va pas en parler. Enfin c'est vraiment très compliqué et ça donne un rythme quand même assez lent au film. Mais après à côté on a vraiment un paysage épique, totalement dantesque, que ce soit par la musique de Junkie XL ou que ce soit également par les effets spéciaux et toute la maîtrise qu'a Kristen Rivers dans la reconstitution et dans la façon de filmer l'action. Mortal Engine c'est pour moi quand même une assez belle surprise, plus au deuxième visionnage, c'est quelque chose qui porte vraiment bien. Et c'est le genre de film épique que j'aimerais voir plus souvent parce que c'est un blockbuster qui certes est assez conforme à la règle et surtout dans les films teen movie, mais c'est un blockbuster qui après reste original dans son univers et propose des choses neuves, et c'est quand même pour moi un bon démarrage d'une trilogie, si jamais c'est une trilogie, parce qu'en ce moment il est en train de bider mais de ouf, mais que dans les pays asiatiques ça a quand même très bien marché et que c'est là que le film va faire ce chiffre. Mais j'ai quand même très hâte de retrouver cet univers parce que c'est vraiment fou, vraiment il y a des scènes dedans, c'est fou. Je parle de la scène d'introduction, je parle également de la scène finale qui est quand même très pompé Star Wars. Enfin, là c'est affolant, hein. Ça pompe limite plus Star Wars que Star Wars 7, enfin c'est dingue. Et après il y a toute l'intrigue avec Shrek, un mort-vivant dans le film. Enfin si vous n'avez pas vu le film vous n'allez pas comprendre, mais il y a toute une intrigue secondaire avec un personnage de mort-vivant joué par
Stephen Lang. C'est pour moi le point positif du film, c'est toute cette intrigue qui est vachement intéressante et qui pourrait offrir à lui-même un film seul, un bon spin-off, ça serait tellement fou. Mais voilà, l'univers est tellement dense, c'est un film que foncièrement je peux vous recommander parce que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, l'univers en fait pour beaucoup et les personnages sont vraiment très mal écrits. Et c'est ça vraiment le problème. Alors là, je vais être beaucoup plus concis, c'est Spider-Man New Generation. Enfin, je vais pas être la énième personne qui va vous dire que c'est vraiment très bien. Là où Spider-Man New Generation a compris, avec le personnage de Spider-Man, c'est qu'on voulait de la nouveauté, et là on l'a. Parce que là, on a la nouveauté, que ce soit dans l'animation, dans l'écriture, ou même dans le genre lui-même. On n'a pas une origin story normale, on a une origin story qui est plus concentrée sur l'humour et qui est très rapide quand même. On a des personnages qui sont fous, on a un humour qui tient vraiment bien la route, et c'est ceux qu'ils ont écrit la grande aventure Lego qui ont fait ce film, et ça, on ressent leurs pattes et ça fait vraiment du bien. Sony a vraiment compris ce qu'il fallait faire avec le personnage de Spider-Man, pas comme Marvel qui certes a pondu un bon Spider-Man Homecoming mais qui n'est pas non plus le Spider-Man du siècle. C'est un retour en enfance qui est quand même très mature quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de messages qui sont vraiment concentrés sur les hommes adultes, et ouais, c'est vraiment très bien fait. Et je vous recommande vachement Spider-Man New Generation si vous l'avez toujours pas vu, parce que c'est loin d'être le film enfantin que tout le monde pense. C'est vraiment pour moi la meilleure adaptation qu'on ait pu faire de Spider-Man au cinéma, et même en général, que ce soit avec des animés ou au cinéma, enfin c'est fou et c'est vraiment très bien fait. Alors là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Aquaman de James Wan. Alors je suis un profond admirateur de James Wan, j'adore son cinéma, j'adore la façon dont il peut rendre quelque chose de nul vraiment bien. Le problème c'est que James Wan s'est concentré vachement sur le cinéma d'horreur, et certes il a divagué un peu avec Fast and Furious 7 qui était le meilleur opus de la saga, parce que c'est le seul qui proposait des choses intéressantes dans sa mise en scène, parce que dans son écriture ça restait quand même de la merde. Mais James Wan est quelqu'un qui est très concentré sur le cinéma d'horreur, et quand tu lui donnes un blockbuster, bah il va foutre tout ce qu'il a envie de faire dans les cinémas d'horreur mais qui n'est pas possible dedans. Et c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti Aquaman, c'est que niveau réalisation c'est riche, il y a plein de choses hyper intéressantes, il y a des plans séquences de folie, il y a des slow motion, il y a des plans iconiques, enfin c'est niveau réalisation c'est assez dingue, enfin, c'est vraiment très bien foutu. Et niveau écriture, oh là là. Je parlais tout à l'heure d'univers dense avec Mortal Engine. Le truc c'est que Mortal Engine a un univers dense et vraiment cohérent, et vraiment on a envie de s'y attarder plus à cet univers. Et bien qu'on a beaucoup de choses qui sont introduites dans Mortal Engine, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont justifiées et qui laissent place à de nombreux développements dans les suites. Le problème c'est que là, Aquaman, je sais pas s'il y a une suite de prévue, mais à mon avis vu la scène post-générique, il y a d'en avoir une. Là le problème c'est que on a une totalité d'informations en si peu de temps. Enfin si peu de temps, il y en a 2h30, mais en 2h30 on nous présente tellement de choses qu'au final on en sort avec le cerveau brouillé. Enfin on a 50 000 univers dedans, on a 50 000 pays, on a 50 000 personnages, et ça laisse pas le temps en fait au développement de personnage en lui-même, parce que là où le personnage d'Aquaman est vraiment bien écrit, le personnage de Amber Heard est vraiment bien écrit ici également, tout comme le méchant, enfin les personnages principaux sont très bien faits. Mais le problème c'est que dans les personnages secondaires, pas grand chose à sauver. Truc tout con, à la fin du film il y a une grande baston, enfin il y a une grande baston commune, enfin il se passe plein de trucs comme dans tous les films d'ici. Sauf que là cette baston en fait on sait qu'il va se passer quelque chose, sauf qu'on n'a même pas le regard du camp ennemi. Enfin on a une scène entre Aquaman, des autres personnes dans une île un peu qui ressemble à Jurassic Park, enfin, bref, et quand ils reviennent on a direct une confrontation entre deux grandes armées qu'on voit dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil. On a une confrontation entre deux grandes armées, et là c'est la guerre. Et là je me suis dit mais ça a été annoncé mais dans une petite phrase de merde, mais t'as pas de développement sur cette guerre, t'as pas de... L'enjeu est présent, mais t'as pas la vision du camp ennemi, t'as rien. Les personnes que les Atlantes affrontent, tu les connais même pas, tu les as même pas vues du film. Donc comment veux-tu que t'aies un attachement pour eux? Enfin t'as aucun attachement pour eux, t'as même pas envie qu'ils gagnent. Enfin tu t'en fous. Et Aquaman c'est ça, la majorité des enjeux que t'as dans le film, tu t'en fous. Alors certes, ça te saute à la gueule, t'as des belles images, c'est très bien. Mais le problème c'est que t'as pas d'attachement aux enjeux. T'as les enjeux qui sont dedans, tu les regardes, tu fais bah c'est bien, mais je m'en fous. Quel intérêt j'ai à regarder ça et à regarder Aquaman vouloir faire ça? J'ai aucun intérêt. L'intérêt primaire que j'avais pendant le film, c'était vraiment
tout le début du film qui est concentré sur la mère de Aquaman et sur ses parents, enfin tout ça, où là c'était vraiment bien foutu et t'en avais quelque chose à foutre de leur relation. Moi personnellement, la relation des parents dans Aquaman, j'en avais vraiment quelque chose à foutre, c'était vraiment attachant, c'était vraiment bien foutu et il y avait du background derrière, il y avait tout ce message de l'amour impossible qui était là et ce qui faisait du bien et qui faisait que j'avais quelque chose à foutre. Mais après le reste, je m'en fous. Pareil, maintenant c'est dingue, mais je vois Willem Dafoe. À chaque fois que je vois sa gueule en gentil, j'ai l'impression de voir le bouffon vert. Willem Dafoe n'a pas une tête de gentil, il a une tête de méchant. Mais bref. Également, il y a un énorme contraste entre Aquaman sur la terre ferme et Aquaman dans l'eau. Dans l'eau, c'est imbitable. Tu vois plein de trucs qui arrivent sur ta gueule, tu vois plein de poissons et trop d'effets spéciaux, ça te tue. Enfin, perso, ça m'a tué. Genre, et il y a des moments, je comprenais que dalle à ce qui se passait sous l'eau, que ce soit au niveau visuel ou sonore, parce que entendre des bruits d'eau, des bruits d'écho quand il parle, et des bloup 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 toutes les 5 secondes, enfin, ça me plombe l'oreille. Heureusement que la musique des fois est là pour sauver le truc, parce que la musique est vachement bien. Enfin, elle est vachement bien, ça dépend des moments, parce qu'à un moment, il y a Aquaman qui est dans le désert, et là, t'as une musique de Pitbull qui se lance, enfin, un truc totalement cohérent, mais bref. C'est d'ici avec ses placements de produits et c'est oui t'inquiète pas on va faire ça. Et le contraste avec la Terre où tout ce qui se passait sur la Terre, là par contre j'en avais quelque chose à foutre. T'avais vraiment des enjeux humains, c'est-à-dire tu voyais des humains qui pouvaient mourir, t'avais des humains qui posaient des problèmes et tout ça et t'avais vraiment quelque chose à foutre parce que tu t'es reconnu en eux. Sauf que tout ce qui se passe sous l'eau, c'est que des surhumains. Et les surhumains, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ils vont pas crever. Tu t'en branles. Le mec peut se prendre 56 coups dans la gueule, il va même pas mourir. Enfin, il va même pas avoir une égratignure. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah, rien que la guerre. La guerre qui est à la fin, j'ai même pas l'impression qu'il y a eu des morts. Enfin, t'en as même pas foncièrement qui sont vus. Vraiment, Aquaman, j'en ai rien à foutre. Alors oui, niveau réalisation, c'est vraiment bien foutu. Niveau scénario, il y a quelques moments bien à en tirer. Mais dans la généralité, je m'en fous. Et bah, le fait que je m'en fous, ça m'a donné l'impression que le film durait 5 heures. Enfin, c'était vraiment long. Voilà, je comprends pas toute la hype qu'il y a sur Aquaman. Pour moi, le meilleur film d'ici, c'est Batman vs Superman et ça restera ça. Parce que c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus viscéral et beaucoup plus intelligent dans son scénario et dans la réalisation. Donc pour moi, c'est la première déception de la filmographie de James Wan. Vraiment déçu. Aquaman, j'y attendais pas grand chose et j'ai eu pas grand chose. Et pour terminer ce deuxième épisode de Bric-à-Brac, on va parler d'un film français, L'Empereur de Paris de Jean-François Richet avec Vincent Cassel dans le rôle principal, le rôle de François Vidocq. J'attendais beaucoup de ce film parce que c'est une grosse production française avec des gros effets spéciaux, avec une grosse reconstitution et une bande-annonce et toute une promo qui vendait vraiment bien le film. Finalement, j'ai quand même un gros sentiment de déception parce que j'ai pas eu l'impression de voir ce qu'on me vendait. Pour moi, quand je voyais les annonces machin, j'avais l'impression qu'on me vendait un film d'action historique, un peu sauce Assassin's Creed, Syndicate plutôt. Et finalement, j'ai vu un film historique plus centré sur le drame qu'autre chose. Et ça dure 2 heures. Et les intrigues n'avancent pas. Ça stagne beaucoup. T'as beaucoup de conversations inutiles. T'as beaucoup de phases inutiles dans le film qui rendent le visionnage vraiment long. Le film était chiant, et c'est pas parce que c'était chiant que c'était forcément naze. Parce que j'ai parlé beaucoup de ce film sur les réseaux sociaux pendant que j'étais dans la salle de cinéma, parce que quand tu te fais chier dans cette salle de cinéma, le premier réflexe que t'as quand t'es dans le fond de la salle, tu sors ton téléphone. Ça va pas empêcher de suivre le film, hein. Le nombre de films que je regarde en étant sur mon téléphone, c'est dingue, mais je comprends le film. Je vois le film, enfin... Pour moi, il n'y a pas de problème à regarder un film en étant sur son téléphone. C'est pas parce que c'était chiant que c'était nul. Pour moi, je vous encourage à aller voir le film parce que déjà, il faut soutenir ce genre de cinéma français. Faut montrer qu'on veut plus de ça parce que dedans, il y a beaucoup de bonnes choses. Dans ces beaucoup de bonnes choses, on a d'ailleurs la réalisation qui est vraiment très très bonne. Enfin, j'ai vu plein de critiques qui disaient que c'était une réalisation de téléfilm. Enfin, vous avez déjà vu des plans aussi longs et aussi beaux dans un téléfilm, je pense pas. On a une caractérisation et une maestria du personnage de Vidocq hyper intéressante. C'est pas comme dans Aquaman où t'as les slow motion toutes les 5 minutes pour dire regardez comment il est badass. Là on a vraiment des plans qui sont très très bien composés avec le personnage de Vidocq en premier plan qui ressort vraiment héroïque de ce qu'il fait alors que c'est plutôt un anti-héros qu'autre chose. On a des personnages qui sont très très intéressants et surtout l'intrigue qui est en soi hyper intéressante, c'est juste que le film a un très gros problème de rythme et n'arrive pas à rester que sur cette intrigue là et est obligé de placer plein d'autres relations de personnages en plein milieu pour rendre le film un peu long parce que le film dure quand même 1h50, 2 heures, ce qui est hyper long. On aurait pu facilement retirer 30 minutes dans le film et ça aurait donné un putain de film. Parce que là où le début est hyper intéressant, il y a tout un début qui se passe dans un bateau, enfin c'est vraiment putain intéressant. Tout ce qui se passe à Paris après
est assez ambivalent. C'est là où il y a vraiment des gros problèmes de rythme, c'est qu'on sait pas vraiment où aller. Il y a trop de personnages qui nous sont présentés d'un coup. Ouais, on est un peu perdu, surtout ce qui se passe à Paris, et c'est là qu'on a des choses à en tirer et des choses à vraiment jarter, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas intéressantes. Beaucoup de scènes d'exposition. Et on a le final qui est une dinguerie. Le final est vraiment ce que le film nous a vendu, et d'ailleurs, on regarde pas la bande-annonce parce que la bande-annonce nous vend que le final. Mais le final est vraiment très bien, émotionnellement comme niveau du divertissement. On est vraiment très bien servi avec ce final. Le problème c'est qu'on prend 1h30 à y arriver parce que le climax il dure 20-25 minutes et ces 20-25 minutes là sont vraiment excellentes. Enfin, l'Empereur de Paris c'est quand même un film qui me rend assez dithyrambique parce que d'un côté c'était objectivement vraiment pas mal, mais subjectivement parlant, et j'ai trouvé ça vraiment très long. Et c'est vraiment le problème de rythme, c'est le plus gros défaut, c'est le problème de rythme. Il y a également certains acteurs qui surjouent, et c'est ça le problème avec les films historiques français, c'est que beaucoup d'acteurs français surjouent. Même Vincent Cassel n'est pas tout le temps parfait, il y a beaucoup de phrases qui passent très mal venant de sa part. On sent le citer et c'est le problème. Après il y a Fabrice Lucchini, mais ça lui de toute façon ce mec je l'aime pas, il y a un jeu dans toute sa carrière et c'est pas du tout intéressant. Il y a beaucoup d'acteurs qui surjouent, il y a également beaucoup d'acteurs qui sont excellents. Et ouais, l'Empereur de Paris je vous encourage à aller le voir parce que faut soutenir ce genre de cinéma français, il faut montrer qu'on en veut plus. Après vous allez pas ressortir de là en disant c'est le meilleur film de l'année, et vous allez pas ressortir de là en disant c'est la plus grosse bousasse de l'année, vous allez juste sortir de là en disant ça m'a intéressé mais au final j'ai pas passé un excellent moment que ça. Mais c'est vraiment subjectif. Là je pense que c'est vraiment plus subjectif parce que j'étais avec un pote qui lui a été intéressé de bout en bout par l'histoire. Ouais, j'ai trouvé que le rythme était très lent et ça gâchait vraiment le film. Voilà, j'espère que ces bric-à-brac vous aura plu. On a parlé de 5 films qui étaient un peu cotés ce mois-ci, qui font beaucoup parler d'eux. Je pense que ça va être fini pour moi des films de cette année. Il me reste encore Bumblebee à aller voir et Mary Poppins. Du coup, prochaine vidéo que je vais tourner, ce sera les tops et flops de l'année. J'espère que vous les attendez et que vous n'allez pas être déçus de certains noms que je vais placer dans ces deux tops. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Trauma que j'ai sortie il y a quelques jours. Ciao tout le monde, peace.